Et donc, je vais demander à Thierry Doc, qui a dirigé l'association d'éducation permanente, la FEC, avant de rejoindre le cabinet du ministre de l'Action sociale, Maxime Prévost, et puis de devenir professeur, chargé d'enseignement dans le master en ingénierie action sociale à Louvain-la-Neuve et à l'UCL Louvain. Et donc, il me semble que cette trajectoire le met en bonne position pour traiter la question. Est-ce que nous vivons effectivement une période de régression en matière de politique sociale, le point de vue est un peu différent que la progression des droits, et est-ce qu'il pense que des changements sont possibles pour que les politiques sociales soient davantage émancipatrices dans la direction que vous venez d'indiquer. Voilà Thierry, tu as la parole, 15 minutes. Merci beaucoup Jean, et bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment un plaisir à plusieurs niveaux de pouvoir avoir ce temps avec vous dans cet après-midi, dans cette journée qui est, jusque tout ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant, qui est tout à fait passionnante, et j'espère que vous serez satisfait aussi de cet après-midi. Comme Jean l'a indiqué, on m'a demandé deux choses dans le cadre de cet exposé, qui doit tenir en 15 minutes, donc c'est quand même, c'est pas évident. D'abord de faire une présentation d'un bref historique des politiques sociales, et ça sera très bref parce qu'en 15 minutes, on ne peut s'arrêter sur l'essentiel. Et j'avais une deuxième question qui m'était posée. En tant qu'enseignant et accompagnateur de jeunes étudiantes et étudiants, pourrais-tu nous donner ta lecture de la militance aujourd'hui, ce que Jean vient d'évoquer? Donc ce sera les deux moments dans l'exposé que je vais vous proposer. J'ai peut-être des réflexes de prof maintenant qui sont mis en place. Donc je vais citer parfois des personnes sur lesquelles je m'appuie, mais ça apparaîtra sur l'écran. Comme la traduction, m'a-t-on dit, de noms de personnes est plus compliquée, je ne m'approprierai pas leurs propos, mais vous pourrez les retrouver sur l'écran. Et par ailleurs, j'ai une bibliographie en fin de diaporama, mais on n'est pas dans un auditoire, et donc les lectures ne sont pas obligatoires. OK? Donc c'est si vous voulez poursuivre la réflexion. Et donc, comme ça a bien été dit ce matin, et puis Jean, dans son excellente introduction de l'après-midi, leur mettant en évidence, il y a une tradition en Belgique d'une dynamique associative qui était à l'initiative de la mise en place de services sociaux. Et c'est multiséculaire, ça ne date pas du XXe siècle, mais effectivement, comme on le montrera, c'est une dynamique qui s'est particulièrement développée dans un cadre précis qui est celui de l'État-providence à partir de la Seconde Guerre mondiale. Et cette tradition historique de la Belgique et de la Belgique francophone singulièrement pour ce qui nous concerne, fait que dans de nombreux secteurs aujourd'hui coexistent des institutions qui sont à finalité sociale, mais qui pour certaines sont des institutions publiques et qui d'autres relèvent de l'associatif. Un auteur que je ne citerai pas, vous voyez son nom à l'écran, a établi une typologie des régimes d'État social. Et ce que cet auteur scandinave met en évidence, c'est que dans la plupart des pays européens, après la Deuxième Guerre mondiale, on observait un mouvement qu'il qualifie de démarchandisation, c'est-à-dire qu'une série de services sociaux ont été développés en les organisant en dehors des marchés, en dehors de lieux dans lesquels on fixe un prix sur base de la rencontre d'une offre et d'une demande. C'est un mouvement qui était particulièrement important dans les 3 décennies qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale. Et on pourrait considérer que ce mouvement il a connu un coup d'arrêt plus ou moins important sur les pays européens, et c'est le cas en Belgique francophone aussi, avec la révolution néolibérale dont on peut tracer une part de la naissance autour de l'année 1979, avec l'arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir au Royaume-Uni, qui sera suivie par d'autres aux États-Unis et ailleurs. Si vous aimez bien la lecture, je vous encourage à lire un bouquin d'un auteur libanais, dont le nom, de nouveau, est sur l'écran, qui s'appelle « Le naufrage des civilisations » et qui met bien en évidence ces années de rupture. Parallèlement à cette démarchandisation, il y a un autre mouvement sur lequel j'ai envie d'insister, et ce n'est pas pour faire plaisir aux organisatrices et organisateurs du colloque, mais c'est un mouvement que certains auteurs féministes ont mis en évidence de défamiliarisation. J'espère que ce ne sont pas des termes trop compliqués à traduire, qui est le principe qu'une série de besoins sociaux après particulièrement la Deuxième Guerre mondiale ont été rencontrés à travers des services qui étaient organisés par des actrices et acteurs externes à la famille. Donc ce sont effectivement toujours
comme c'était rappelé ce matin, toujours beaucoup de femmes qui sont dans le secteur de ce qu'on appelle le care, le secteur des soins. Mais avant, ces activités étaient réalisées dans le cadre d'un travail de type domestique à l'intérieur de la famille. Des mouvements portés par les femmes en grosse partie, avec des alliances au sein du mouvement ouvrier, ont amené à structurer des services qui ont permis aux femmes de sortir de la sphère familiale, d'occuper des emplois dans des secteurs divers et de se rapprocher d'un souci d'égalité que nous partageons certainement toutes et tous. Je ne vais pas développer les différentes formes d'État social, mais je pense qu'hier, dans la journée qui vous a été proposée, on a mis en évidence certains contours des figures de l'État social actif, hein, que nous connaissons bien. Il y a deux types d'États qui ont précédé cet État social actif dans lequel nous baignons aujourd'hui. C'est l'État keynésien, que l'on pourrait désigner comme État-providence, et là il y a effectivement un nom propre. J'espère que ça passe. Et puis l'État néolibéral, dont je vous ai touché un tout petit mot, avec les années Martensgold qu'on a connues en Belgique dans les années 80, et un retour très fort de ce type de politique néolibérale telles qu'elles ont été portées par le gouvernement de Charles Michel. Si l'on regarde autour de nous, on pourrait dire que nous sommes dans des pays, en Belgique, en France, en Allemagne, dans lesquels le secteur à finalité sociale complète l'État-providence. Dans d'autres pays à tradition plus libérale, comme le Royaume-Uni, qui nous est pas tellement loin géographiquement, des secteurs à finalité sociale et dans lesquels la finalité sociale est parfois de plus en plus affectée par des logiques managériales et financières. Bien dans ces pays à tradition libérale, parfois le secteur à profit social s'est substitué à l'État-providence. Il y a peut-être l'exemple dans quelques exemples d'actualité qui peuvent faire référence à cette tendance-là, à ce que ce soit des logiques, que ce soit plus des logiques collectives portées et soutenues par l'État qui font en sorte de rencontrer certains besoins sociaux. Je pense notamment à l'épisode de solidarité qui a été mis en place autour de jeunes filles cette semaine, dont les parents avaient fait un appel aux dons. Il y a pas mal d'exemples que l'on pourrait citer dans cette logique-là. Et donc, pour mettre en évidence les aspects clés en termes de tendance historique, il y a deux processus que l'on pourrait mettre en évidence. Un processus de démarchandisation, d'une part, un processus de défamiliarisation d'autre part, qui ont permis de transformer en emplois rémunérés des services qui étaient prestés auparavant dans la sphère familiale et qui ont permis à de plus en plus de femmes d'être nombreuses sur le marché de l'emploi. Ces mouvements de démarchandisation et de défamiliarisation ont aussi permis de dépasser des initiatives au départ associatives qui méritaient d'être amplifiées à travers les financements qui ont pu être induits par le déploiement de ce qu'on appelle l'État-providence. La démarchandisation, elle n'est pas tombée du ciel. C'est toujours important pour moi, peut-être, et d'autres qui sont des enfants du mouvement ouvrier, de rappeler que ce sont des actions collectives qui ont induit ces mouvements de démarchandisation. Ce n'est pas l'État qui, à un moment, a décidé, sur un coin de table, de développer cette procédure-là. Ce sont souvent des actions collectives portées par des femmes, portées par le mouvement ouvrier, portées par d'autres structures, qui, au sortir de la guerre, ont mis en évidence des problèmes sociaux par rapport auxquels il semblait important à ces mouvements de construire des solutions fortes et pérennes. Et les pouvoirs publics ont d'une certaine façon accompagné cette évolution en octroyant effectivement des moyens, en édictant des normes et en mettant en place des procédures de contrôle. Une toute petite image pour donner une petite respiration dans l'exposé autour de la dimension de l'égalité homme-femme qui me tient à cœur. J'ai une étudiante qui me disait récemment: tu es l'enseignant que j'ai rencontré qui est l'enseignant masculin qui est le plus féministe. Et elle me demandait d'où te vient ce penchant-là. Et en parlant avec Frédéric ce midi, je me souviens, j'ai des éléments qui me reviennent. Effectivement, j'étais à bonne école avec elle dans quelques-uns de nos projets communs. J'en viens à la deuxième partie de l'intervention qui porte sur le regard sur l'engagement aujourd'hui. Et j'ai envie de démarrer par deux images. La première, c'est celle-ci,
puisque nous sommes le 20 septembre, c'est une journée mondiale d'action pour le climat. Nous, on a profité de la musique, on était dans un cadre super agréable, mais pendant que nous faisions ça, il y a toute une série de jeunes qui étaient, je l'espère, en action dans les rues de Sambreville, qu'il était dans toute une série de villes en Belgique et ailleurs. Et donc, il y a vraiment un élan, quand il y a une certaine... on pose des questions sur la militance. Je pense qu'on vit des années qui sont formidables, de voir à quel point la jeunesse est en train de se remobiliser, de faire bouger les lignes, et comment une série de tristes cires, parfois, ont peu de considération par rapport à cette jeunesse engagée qui est tout à fait impressionnante. Une deuxième image que j'ai envie de proposer, c'est un dessin et une photo. Vous les reconnaissez peut-être, c'est Mehdi Kassou et Adriana Santos, qui pour moi est aussi un signe d'espoir autour de tous les mouvements de solidarité qui se mettent en place dans un secteur qui n'est pas au cœur du colloque d'aujourd'hui, mais qui est essentiel, qui est l'accueil des personnes migrantes. Et donc, pour le dire de manière simple, l'énergie militante, bien, on peut se réjouir de sentir à quel point elle est présente aujourd'hui. Pour une part, elle permet de se substituer au manque ou au refus d'action de la part des pouvoirs publics. Quand l'État est indigne, ce sont des citoyens, des citoyennes qui prennent le relais que pour développer des services, des solutions qui leur apparaissent essentielles dans une société civilisée. Et donc on peut faire référence à ça autour du nombre d'unités qui sont proposées par des structures associatives, par des citoyennes et des citoyens, parfois qui ne sont pas liés à une structure organisée, qui font en sorte de proposer des solutions dignes à des personnes qui sont fragilisées dans leur parcours de vie. On est dans une période où il est beaucoup question parfois d'individualisme, d'individualisation, et effectivement, on a autour de l'individualisation un regard qui peut être ambivalent. D'une certaine façon, et autour de la militance, c'est bien le cas, cette individualisation, elle produit des personnes qui sont plus émancipées, qui vont davantage choisir des trajectoires de vie, des trajectoires de militance aussi, je vais y revenir, qui pourraient leur convenir parce qu'elles correspondent à leurs aspirations. D'autre part, dans le champ des politiques sociales, l'individualisation a une face plus sombre, qui est de faire reposer sur les individus davantage de responsabilités. On parlait de liberté tout à l'heure. Parfois, il y a des libertés qui n'en sont pas, des personnes qui se retrouvent dans une situation subie, où on est individu malgré soi et où le collectif n'est pas au rendez-vous que pour protéger et soutenir. Et donc, pour toute une série de personnes, l'individualisation, c'est parfois une individualisation aussi du risque social, avec chacune et chacun qui est davantage responsable de cette trajectoire, mais d'où aussi parfois des échecs qu'elle subit dans son parcours. Mais moi, je ne suis pas si je fais ce métier d'enseignant et de la militance qui me porte, c'est parce que je reste profondément optimiste. Et j'ai envie de partager avec vous le fait que cette montée de l'individualisme, elle n'est absolument pas synonyme d'une diminution de l'engagement militant, mais que peut-être plutôt il y a une transformation de cet engagement militant qui prend d'autres formes. Pour beaucoup de personnes, l'engagement militant, il n'est plus un engagement sous un format traditionnel que l'on pourrait qualifier d'engagement total ou d'engagement inconditionnel, mais on pourrait dire, avec certains auteurs, que les formes d'engagement, les formes de militance, elles sont aujourd'hui davantage affranchies, où un individu ne se sent pas sacrifié au profit d'un collectif. Je vais citer une personne par un nom propre, et c'est une femme, c'est Patricia Van Ramin, sur laquelle je me suis appuyé à travers une série de textes qu'elle a rédigés pour vous proposer cette intervention, qui dit par ailleurs que ce serait erroné et regrettable peut-être de disqualifier des formes d'engagement plus traditionnelles. On a parfois une certaine... dans certains milieux, on regarde de manière négative, péjorative, certains mouvements sociaux considérés comme traditionnels, comme le syndicat dont je viens, par exemple, en disant que ces formes d'engagement traditionnelles, elles sont datées. Pensons effectivement aux organisations syndicales dans ce cadre-là, et on valorise à travers ces critiques ce qu'on appelle les nouveaux mouvements sociaux. Dans ces nouveaux mouvements sociaux, il y a effectivement de nouvelles formes de militance qui se mettent en place,
où le plus souvent l'engagement il s'inscrit dans un autre registre temporel qui sera plus ciblé, qui aura un horizon temporel davantage défini, davantage balisé. C'est sans doute plus compliqué pour les mouvements aujourd'hui de s'appuyer sur la militance, puisqu'elle n'est plus à durée indéterminée, comme c'était le cas auparavant. Donc il y a sans doute, pour les structures dans lesquelles nous sommes mobilisés, une forme d'inconfort de ne pas se dire, ben voilà, j'ai trouvé quelqu'un, je sais que je vais pouvoir compter dessus pour 25 ans, j'ai mis le grappin sur quelqu'un qui sera là pour longtemps. C'est plus comme ça aujourd'hui. Doit-on pourtant, par ailleurs, faire preuve de nostalgie? Moi, je ne crois pas. Non, dans le sens où il n'y a pas de regret nécessairement, me semble-t-il, à avoir par rapport à des formes traditionnelles d'engagement que l'on pourrait qualifier comme totales. On pourrait dire, en gardant les lunettes féministes, des formes d'engagement totales qui le plus souvent d'ailleurs étaient réalisées par des hommes dans le champ politique, dans le champ syndical, dans le champ associatif. Pourquoi ? Parce qu'il reposait sur un partage déséquilibré des tâches dans le champ domestique. Monsieur s'investissait pendant que madame gérait les enfants, gérait la maison et toutes des activités peut-être qui sont agréables à porter mais qui seront moins valorisées que ne le sont des tâches réalisées dans la sphère publique. Et donc aujourd'hui, on a encore des militants qui sont là pour longtemps, 2 minutes, très bien. Mais il y a davantage de coexistence, de formes d'engagement qui sont différentes. Et dans un monde marqué par le désinvestissement des pouvoirs publics, de l'État, elles sont plus que jamais essentielles et nos structures doivent pouvoir s'appuyer sur celles-ci. Patricia Moramin, elle propose de réfléchir l'engagement militant autour d'un triangle, avec trois sommets dans ce triangle, une cause, un individu et une organisation dans laquelle se met en place l'engagement. Moi, je vous proposerai de rajouter un 4e élément et je terminerai là-dessus. Au niveau des causes, je ne vais pas m'y attarder, mais effectivement, nous sommes loin, j'aimais beaucoup l'exposé que Madame a proposé juste avant moi, sur la place de la liberté du choix, la liberté d'autonomie. Avec certains auteurs, on pourrait dire qu'il y a peut-être... il y a encore énormément de choses. Moi qui suis le plus actif dans le secteur de l'éducation, mais on voit que cette liberté de choix, elle est très relative, que pour toute une série de jeunes aujourd'hui, avoir accès à des services collectifs de qualité, choisir leur trajectoire de formation, c'est une difficulté très très importante. Donc au niveau des causes, elles ne manquent pas et on pourrait multiplier les exemples. Au niveau des individus, dans les jeunes que je rencontre, il y a très certainement, comme le dit un grand sociologue français qui a un certain âge maintenant, je ne cite pas son nom, c'est le nom d'une région française, il y a une dimension politique. On sent l'envie d'une certaine façon de participation à la gestion de la cité. Le besoin d'être actrice et acteur dans son environnement, on le voit à travers les discours portés par les jeunes autour du changement climatique. Comment susciter et nourrir cet engagement? Eh bien, plusieurs paramètres interviennent dans cette trajectoire. Le rôle des passeurs, le rôle des passeurs pour reprendre un terme que j'apprécie. Et il y a 3 facteurs que l'on pourrait mettre en avant dans les parcours militants. D'abord, des stimuli de type intellectuel. Le fait, par exemple, d'avoir vu un film, un moment, pensons au film Demain dans l'exemple du changement climatique ou de ce niveau-là, ou j'espère, avec d'autres, de susciter parfois le souci de militance à travers les cours que je propose. Et j'ai quelques étudiantes que je salue dans la salle. J'espère, à travers les espaces de formation, être dans cette dynamique-là de susciter la militance. Il y a aussi le rôle d'organisation visible. Une organisation de jeunesse, par exemple, une structure telle que celle dans laquelle vous êtes, qui vont permettre de donner de l'efficacité à l'engagement, de voir que des résultats, lorsqu'une énergie est mise en place, elle permet de réaliser certains résultats. Et enfin, last but not least, dans la trajectoire d'engagement, le rôle que des individus peuvent jouer comme passeurs pour tendre la main, que pour aller chercher quelqu'un qui peut-être n'aurait pas pensé franchir le pas. Et voilà, je pourrais développer plus tard. La question de l'organisation, elle est très importante aussi. Je ne vais pas parler des gilets jaunes ici, mais c'est clair que une série d'études met en évidence l'importance pour des personnes qui s'engagent d'avoir le sentiment d'obtenir les résultats. Et l'obtention de résultats, elle repose sur une énergie individuelle, mais aussi sur la capacité d'être dans une organisation qui a un certain mode de structuration qui permet effectivement d'obtenir ces résultats. C'est un paramètre très important.
Et le quatrième élément sur lequel je terminerai, c'est l'importance des interlocuteurs, qui sont parfois aussi des adversaires, parce que insensibles aux causes sur lesquelles, par rapport aux causes que nous voulons porter. Et en sociologie de la mobilisation, on parle de la structure des opportunités politiques. On pourrait donner de multiples exemples qui montrent qu'en vis-à-vis d'une mobilisation, la posture des autorités, elle peut être diverse. On a vécu, à travers la dernière législature, des épisodes lamentables où, malgré l'engagement porté par certains autour de soutien associatif, autour des marches pour le climat, pour reprendre cet exemple-là, eh bien, il y a eu déconsidération, il y a eu mépris par rapport à l'énergie qui était déployée. Et donc, à mobilisation égale, le contexte politique est essentiel que pour augmenter ou minorer la probabilité de succès d'un engagement collectif. J'aime bien reprendre une image, et je termine vraiment, Monsieur le Président. J'aime bien reprendre une image qui est portée par un homme politique qui essaie de la tenaille de Philippe Lamberts, et parfois ça anime mes engagements personnels, où régulièrement il dit que le changement il repose sur la nécessité d'un double mouvement, à l'image d'une tenaille. Parce qu'une tenaille, comme on le sait tous, elle a deux branches. L'une de ces deux branches serait l'acteur politique, l'actrice, l'acteur politique, et l'autre, ce serait la société civile organisée, le secteur associatif, les acteurs que nous représentons. Et pour qu'une tenaille fonctionne, nous le savons, il faut qu'il y ait un point de jonction entre les deux branches de la tenaille. Lorsque le point de jonction n'est pas présent, tout le mouvement que l'on peut faire il ne donne pas de résultat. Lorsqu'une seule des deux branches est en mouvement et que, par exemple, le monde associatif ne se bouge pas, alors il y a très peu de chances que le changement s'opère, que l'acteur politique nourrisse le changement. Il y en est de même lorsque l'acteur politique est sourd et reste dans sa tour d'ivoire, ce que nous venons de vivre à travers la dernière législature. Je pense, pour terminer, que le changement il repose donc sur différentes énergies, et notamment les énergies que nous pouvons induire. Et pour terminer, je pense que ces belles énergies elles sont nourries par des démarches telles que celles d'aujourd'hui à travers des moments d'éducation permanente, et sur lesquels je souhaite terminer en félicitant les organisations qui l'ont porté. Merci à vous.